Bonsoir, jeudi 26 novembre, bienvenue dans le journal de TV 78, voici les titres de cette édition. La disparition de Pierre Sélincourt hier mercredi à 83 ans, il a été le maire communiste de La Verrière pendant 29 ans entre 1983 et 2012, vice-président de Saint-Quentin en Yvelines. Il y a 8 ans, l'ancien élu avait démissionné du conseil municipal fatigué par des soucis cardiaques. Les premières réactions à suivre. C'est la convention d'affaires pour les acteurs économiques de Saint-Quentin en Yvelines. Le Sky Business Day se déroulait aujourd'hui. Crise sanitaire oblige, l'événement à l'accoutumée au Vélodrome national s'est tenu cette année 100% en ligne. Le bilan dans quelques instants. Et puis rappelez-vous, c'était fin février 2019, 900 mètres cubes d'hydrocarbures se déversaient dans des champs à Hautouillet, conséquence de la rupture du pipeline Île-de-France de Total. Le chantier de dépollution qui a débuté à la suite de l'incident s'est achevé il y a peu. Mais avant de développer ces titres, 2 jours après l'allocution d'Emmanuel Macron, le Premier ministre Jean Castex et les ministres du gouvernement apportaient ce matin des précisions sur la levée progressive du confinement. Le détail sur notamment plusieurs mesures, des mesures qui débuteront dès samedi avec, concernant le protocole sanitaire renforcé pour les commerces, la jauge qui est portée à 8 mètres carrés par client. Elle s'applique à toute la surface de vente et ne prend pas en compte les employés. Les commerces de plus de 400 mètres carrés devront prévoir une personne ou un système de comptage. À noter aussi qu'ils pourront ouvrir jusqu'à 21h et des dérogations seront possibles pour une ouverture dominicale. Les auto-écoles pourront dès ce 28 novembre reprendre les cours en vue des épreuves du permis de conduire. Les enseignements concernant le code de la route devront être maintenus à distance. Les visites immobilières pourront également reprendre le samedi 28 novembre. Et dès samedi prochain, les activités sportives individuelles seront à nouveau autorisées. Le sport en lieu clos et les sports collectifs de contact restent, eux, interdits pour l'instant. Les activités extrascolaires intérieures reprendront, elles, le 15 décembre. Enfin, en ce qui concerne le monde de la culture, les commerces culturels et les bibliothèques qui rouvriront dès ce week-end pour les musées, les cinémas et les salles de théâtre, ce sera le 15 décembre prochain. Il en sera de même pour les activités artistiques dispensées dans les conservatoires et les écoles de musique. Seul le chant n'est pas encore autorisé. Avec moi en visio, Alexandra Rosetti, bonsoir. Bonsoir. Maire de la commune de Voisins-le-Bretonneux, vice-présidente de Saint-Quentin en Yvelines, en charge du développement économique et de l'attractivité du territoire. Ce jeudi, l'agglomération organisait la 5e édition du Sky Business Day. C'est la convention d'affaires de Saint-Quentin en Yvelines. Et une crise sanitaire a obligé la crise sanitaire à organiser l'événement qui est à l'accoutumée au Vélodrome, cette fois-ci 100% en ligne au travers d'un système de visioconférence. Déjà, une première question. Quel premier bilan faites-vous de cette journée ? Alors, le premier bilan est plutôt encourageant. C'est vrai que j'avais souhaité que les équipes de Saint-Quentin travaillent très tôt sur un concept 100% en ligne, puisqu'on savait que sans doute on ne pourrait pas se rencontrer. Et les entreprises, elles sont au rendez-vous, puisque nous avons eu 400 entreprises qui se sont inscrites, dont, si on compare à 2019, il y en avait 600. Pour 500 participants, c'est-à-dire que les entreprises peuvent envoyer plusieurs participants, donc c'était 900 en 2019, avec quand même plus de 1000 rendez-vous qui ont pu être tenus, contre 2000 en 2019. Donc vous voyez, on voit la différence, mais en tout cas, ça s'est plutôt très bien déroulé. Une différence certes, mais avec donc ce contexte de la crise sanitaire qui a poussé une organisation 100% en ligne. Est-ce que ça démontre quand même que malgré cette crise sanitaire, cette crise économique, l'activité économique sur le territoire reste dynamique ? Oui, ça démontre qu'il y a toujours de l'appétence pour faire des affaires, et que les entreprises ont vraiment besoin de ce type de rendez-vous. Il y a eu aussi des animations diverses, il y a eu des webinaires, des tables rondes toute la journée, avec en moyenne 365 participations à ces diverses animations. Donc il y a eu le côté prise de rendez-vous qui a bien fonctionné, et puis les animations aussi. Je crois qu'on peut se dire que c'était vraiment une formule qui était bien adaptée à ce contexte, avec des retours très positifs des entreprises, même si ils ont quand même souligné qu'il y a besoin vraiment en ce moment de contact humain, ce qui n'est pas évident quand on le fait en ligne. Avec des difficultés, on l'imagine, à mettre vite les choses en place pour organiser cette formule du Sky Business Day dans une formule un peu spéciale cette année. Voilà, donc, et d'ailleurs j'en profite pour vous remercier déjà, puisque vous avez participé à cette mise en place dès ce matin avec l'ouverture
de cette journée. Les équipes du développement économique et de la maison de l'entreprise de Saint-Quentin-en-Yvelines vraiment ont tout fait pour que ça fonctionne bien, donc je les en remercie vraiment vivement. Et puis je voudrais aussi remercier les partenaires parce qu'ils ont aussi répondu présents, tels que Mercedes, la Société Générale, la CCI, la French Tech Paris-Saclay, Convergence, Delta Sky, Initiative Ski. Voilà, tous ces partenaires ont fait que cette journée a vraiment été une réussite. Alors, sortons de ce Sky Business Day pour parler d'un autre sujet. Alexandra Rosetti, on a appris aujourd'hui la disparition de Pierre Sélincourt à 83 ans, maire communiste de La Verrière pendant 29 ans, entre 1983 et 2012. Vous l'avez côtoyé notamment au sein de l'agglomération. Il a été vice-président de cette agglomération. Quelle est votre réaction et quel est le souvenir que vous avez envie de garder de lui ? Alors, je viens de l'apprendre, donc c'est un peu un choc. Je suis très triste parce que quand il était vice-président en charge de la culture à Saint-Quentin, j'avais noué des liens vraiment très sympathiques avec lui parce que c'était un homme très cultivé, avec beaucoup d'humour et voilà, j'avais grand plaisir à travailler avec lui, même si nos idées politiques n'étaient pas du tout les mêmes, évidemment. Mais pour moi, c'est un grand homme, un humaniste. Et voilà, je garderai un très très beau souvenir de lui. Et évidemment, là, je suis très triste, je dois le dire. Merci pour cette première réaction. Alexandra Rosetti, je le rappelle, maire de la commune de Voisins-le-Bretonneux, également vice-présidente de Saint-Quentin-en-Yvelines en charge du développement économique et de l'attractivité du territoire. J'ajoute que vous êtes également conseillère départementale des Yvelines. Merci. Merci à vous. Et vous l'entendiez donc, si vous nous rejoignez peut-être maintenant sur TV 78, nous avons appris aujourd'hui la disparition de Pierre Sélincourt, figure historique de La Verrière, ancien maire communiste de la ville qui est décédé hier mercredi à l'âge de 83 ans. Il a été à la tête de la commune pendant 29 ans, entre 1983 et 2012, militant communiste dès sa jeunesse, celui qui était instituteur est entré au conseil municipal de La Verrière en 1977 avant d'en devenir le maire en 1983, puis il a été réélu à 4 reprises. Pierre Sélincourt a également été le vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines en charge de la culture. Dans un message sur son compte Twitter, la mairie de La Verrière, qui était un bastion communiste, rappelons-le, pendant plus de 40 ans, qui a basculé à droite lors des dernières élections municipales, elle a témoigné, la mairie de La Verrière, de sa grande tristesse après cette disparition. Elle indique, la municipalité, qu'un hommage lui sera rendu bientôt à Pierre Sélincourt. C'est en raison d'une santé fragile, de soucis cardiaques en l'occurrence, que Pierre Sélincourt avait passé la main il y a 8 ans, démissionnant de son fauteuil de maire en 2012, à 2 ans de la fin de son 5e mandat. Alain Hajaj, son premier adjoint de l'époque, lui avait succédé avant d'être réélu en 2014 et de lui-même démissionner en 2016 pour raison de santé. Alain Hajaj, qui a beaucoup appris auprès de Pierre Sélincourt, se souvient d'un homme qui a énormément donné pour sa ville. Écoutez. Profonde tristesse parce que Pierre a beaucoup marqué la ville et a beaucoup marqué aussi ma propre existence. Je ne serais vraiment pas l'homme que je suis aujourd'hui si je ne l'avais pas rencontré un jour de 83. Et voilà, c'était quelqu'un, un homme d'abord très cultivé, profondément attaché à sa ville, profondément attaché à des valeurs que nous partagions. Et c'est un peu une grande page qui se tourne à La Verrière avec son départ. En tant que maire de La Verrière, Pierre Sélincourt a mené plusieurs chantiers, notamment les constructions de l'hôtel de ville et de la médiathèque. Aimé Césaire, lui, cet amoureux de la culture dont il était le vice-président également au sein de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il a travaillé notamment pendant 16 ans sous la présidence socialiste de Robert Cadalbert entre 1998 et 2014. Malgré des convictions politiques différentes, Pierre Sélincourt était un homme d'ouverture au niveau des projets. Écoutez Robert Cadalbert. Beaucoup de tristesse parce que Pierre Sélincourt, au-delà des problèmes du Parti communiste et de la Ville Nouvelle, qui était contre la Ville Nouvelle, c'est d'abord une personne très intéressante sur le plan humaniste et surtout sur le plan culturel. Ça a été un très grand intellectuel du Parti communiste et surtout, moi je retiens surtout la tristesse d'avoir un homme de culture qui nous s'en va. Et effectivement, pour moi, c'est toute une partie de l'histoire de Saint-Quentin-en-Yvelines qui s'en va. La ex-majorité de gauche à l'agglomération où l'ancien maire de La Verrière a également travaillé aux côtés de Guy Malandin, également ancien vice-président, ancien maire de Trappes jusqu'en mars dernier, qui est toujours actuellement conseiller municipal et conseiller communautaire. Et Guy Malandin avait rencontré Pierre Sélincourt pour la première fois en 1976. Voici sa réaction après l'annonce de son décès.
la peine toujours d'apprendre le décès d'un ami, voilà, et avec le souvenir d'un élu qui, dans ses options politiques, a toujours été, actif, porter le souci à la fois de la communauté et à la fois de sa commune de la Verrière. Quelqu'un de passionné par deux éléments. Le premier élément, c'est la personnalité des gens, l'humain, l'humanisme. Et le deuxième élément, c'est un passionné de culture. Autre réaction à vous proposer, celle de Jean-Michel Fourgousse, l'actuel président Les Républicains de Saint-Quentin en Yvelines, maire d'Élancourt. Il salue, malgré le combat politique qui les a opposés, son engagement. Il salue Pierre Sélincourt, il salue son engagement sincère pour la commune et pour le territoire de l'agglomération. Pierre Sélincourt qui s'amusait d'ailleurs de ses nombreux duels politiques au cours de sa carrière. Écoutez d'ailleurs cet extrait, on l'avait enregistré en 2012 au moment où il avait annoncé sa démission, Pierre Sélincourt, de son fauteuil de maire. C'était une interview collectée à l'époque par Catherine Zulato. Écoutez. Je suis maire depuis 30 ans, quand même, quasiment. Donc j'en ai emmerdé des gens, et des élus, et des personnels communaux, des cadres. J'en ai usé un certain nombre. Et puis une réaction de Benoît Hamon pour terminer, ancien ministre, ancien député des Yvelines et ancien conseiller municipal de Trappes. Le fondateur de Génération fait part de sa tristesse sur Twitter pour cette emblématique maire communiste. La gauche perd un militant humaniste, affirme-t-il. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui au lendemain de cette disparition, celle de Pierre Sélincourt, ancien maire de la Verrière qui est décédé hier mercredi à l'âge de 83 ans. Rappelez-vous, c'était fin février 2019, 900 mètres cubes de pétrole étaient déversés dans des champs et des ruisseaux à Hautouillet après la rupture du pipeline Île-de-France de Total. Après 15 mois de travaux, le groupe pétrolier a finalement terminé, il a finalement terminé le groupe pétrolier ses différentes interventions. Le chantier a été levé avec un retour à la normale pour les habitants de la zone. Le point sur ce dossier avec Nicolas Dandry. Ils ont levé le chantier le 28 octobre dernier. Après 15 mois d'activité, le groupe Total a terminé ses interventions sur la commune d'Hautouillet. Un retour à la normale pour la vie locale. Nous avons toujours eu des contacts avec Total qui étaient de bons contacts. Bon, parfois, je n'étais pas très satisfaite de certaines choses qui étaient normales, mais nous en avons toujours discuté. Le dossier est clôturé, mais le groupe pétrolier a l'obligation de poursuivre la surveillance de la zone et de son infrastructure, sous l'œil attentif des services de l'État. On est dans l'application ici du principe pollueur-payeur que l'on appelle la responsabilité environnementale, et c'est d'ailleurs une première en France. L'objectif pour nous étant d'éviter tout impact sur l'environnement et tout impact bien évidemment sanitaire. On va inscrire dans les plans d'urbanisme l'existence de cette pollution. Ça va durer sur du très très long terme. Ça va permettre de garder en mémoire l'existence de cet accident. Pour rappel, le 24 février 2019, une rupture du pipeline a provoqué une fuite de pétrole dans un champ et les cours d'eau alentours. Après avoir nettoyé les 900 mètres cubes d'écoulement de pétrole brut, le pipeline a été réparé, les terres polluées ont été enlevées et remplacées pour remettre le champ en l'état. Le pipeline, une infrastructure en fonctionnement depuis 1968. C'est pas qu'il a trop de dégradation, c'est que l'investissement nécessaire par rapport à son état actuel et par rapport à ce que les racleurs nous en disent, il faut le mettre en perspective d'autres choses. Est-ce qu'on investirait des centaines de millions d'euros dans ce pipeline alors que Total a une ambition zéro carbone très très forte ? Le groupe Total a annoncé le 24 septembre dernier la transformation de la raffinerie de Grand Puy en une plateforme zéro pétrole, ce qui de fait entraînerait la fin de l'utilisation du pipeline d'Île-de-France. Et pour continuer à parler de ce sujet, deux invités qui sont avec moi en visioconférence. Il vient nous rejoindre, Philippe Heurtevent, bonsoir. Est-ce que vous nous entendez ? Bonsoir, vous êtes le président de l'association Sauvons les Yvelines qui a suivi les faits après cette rupture de pipeline à Hautouillet, membre également du collectif France Nature Environnement Yvelines. Deux des 7 associations, en fait, France Nature Environnement et Sauvons les Yvelines, qui ont déposé il y a quasiment un an une plainte contre X avec constitution de partie civile pour pollution des eaux. Il est également avec nous Marc Pitti-Ferrandi, bonsoir.
Bonsoir. Avocat au barreau de Paris, spécialiste du droit public et du droit de l'environnement, et vous défendez dans cette affaire du coup les 7 associations. Philippe Heurtevent, Total dit de son côté dans le sujet que l'on vient de voir que le dossier est clos. Est-ce que vous êtes du même avis aujourd'hui ? Bien évidemment que non, on peut pas dire que le sujet est clos. D'ailleurs, la preuve, c'est que le représentant de la préfecture dit exactement la même chose. Il y a une contradiction dans le fait qu'on nous dit que le dossier est clos et le représentant du préfet qui dit il faut inscrire la pollution dans les PLU parce que c'est un travail de longue haleine. C'est évident que le dossier n'est pas clos. PLU, je précise que c'est le plan local d'urbanisme. L'aspect agricole a été traité, on l'a vu dans ce sujet, avec la remise en état des terrains qui ont été inondés par le pétrole. Vous jugez, vous, de votre côté, que l'aspect faune et flore a été, pour le moment, négligé ? C'est ce que vous regrettez ? Eh bien, il y avait un arrêté du préfet qui devait être également mis en application. Pour l'instant, le seul arrêté qui a été mis en application, c'est la restauration des terres agricoles. Et ça, sur ce côté-là, on ne peut pas dire que ça n'a pas été fait. Extérieurement, quand on regarde, l'herbe est verte. Mais la nature, elle est encore polluée. La faune, la flore, il y a encore des vrais problèmes à régler. On a compris que c'est une procédure qui est encore en cours avec cette plainte contre X pour pollution des eaux, constitution aussi de partie civile. On en avait parlé, vous étiez venu sur ce plateau avec Maître Pitti-Ferrandi, notamment c'était en janvier dernier. Expliquez-nous déjà la particularité de cette constitution de partie civile, Maître Pitti-Ferrandi. Ça permet de faire nommer un juge d'instruction, c'est ça ? C'est ça, ça permet de faire nommer un juge d'instruction. Généralement, ça prend quelques mois. Là, on attend encore la nomination d'un juge d'instruction. On vient seulement de recevoir, au bout de 10 mois, une ordonnance de consignation. C'est une condition préalable à la désignation d'un juge d'instruction, ce qui arrive aussi généralement sous quelques mois. Et donc, les associations vont consigner les sommes qui sont exigées. Et enfin, on va pouvoir avoir la désignation d'un juge d'instruction. Afin de mettre en évidence dans ce dossier les imprudences et négligences qui ont pu être commises et aboutir à ce que la catastrophe de 2014 se répète en 2019 en 2 fois pire, puisque c'est à peu près 2 fois le volume de mètres cubes de pétrole brut qui s'était déversé en 2014 qui se sont déversés en 2019 de nouveau. Ça, et aussi mettre en évidence l'intégralité des dégâts causés à l'environnement en vue d'obtenir leur réparation, parce que pour l'instant, comme l'a souligné à juste titre Philippe Heurtevent, leur réparation n'est pas intervenue. Et on précise aussi, vous l'aviez précisé quand vous étiez venu sur ce plateau en janvier, la démarche nécessaire de cette constitution de partie civile, elle a été rendue nécessaire suite à cette plainte contre X, puisque cette plainte contre X, il n'y a pas eu de suite de la part de la procureure de la République. C'est pour ça qu'il y a eu constitution de partie civile. Alors, il y a eu une enquête effectivement qui a été ouverte, mais dans le cadre de l'enquête, les associations n'ont pas constaté qu'il y ait d'actes réellement qui prennent la mesure finalement de l'ampleur de la catastrophe. Parallèlement, et c'est important de le souligner, les associations ont aussi mis en œuvre une procédure administrative, celle qui est signalée par le préfet comme la première. Alors lui dit c'est la première, c'est sûrement effectivement une des premières applications du principe pollueur-payeur par la mise en œuvre du régime de la loi de 2008 sur la responsabilité environnementale, qui est donc un régime dérogatoire qui permet d'obtenir, sans aller devant un juge, d'imposer à un exploitant, un pollueur, des mesures de réparation environnementale, ce qu'a fait le préfet à la demande des associations à l'été 2019 par un premier arrêté de réparation qui était limité aux terres agricoles au droit du point de fuite. Donc uniquement les terres qui étaient immédiatement impactées, et on attend encore un second arrêté, un troisième arrêté, après inventaire de l'ampleur des dégâts qui ont pu être causés aux autres milieux, dont notamment le milieu aquatique. Les batraciens ont été particulièrement impactés, ils étaient en pleine période de reproduction au moment de cette petite marée noire. Il y a aussi d'autres espèces, notamment des espèces protégées, dont des libellules au titre de l'annexe 2 de la directive Habitat au niveau européen, qui ont été nécessairement impactées par les dégâts monstrueux causés à l'environnement par la fuite. Et ça, pour l'instant, ça n'est pas traité, ça n'est pas pris en compte. Le préfet reconnaît l'ampleur de la pollution, puisqu'il dit que ça va durer très très longtemps. Il faut l'inscrire dans les PLU. Et pour autant, il n'y a aucune obligation pour Total, pour l'instant, de réparer ces dégâts. Et le cas échéant, pour les dégâts qui ne peuvent pas être réparés, les compenser par des mesures qui seraient de nature à rétablir finalement la balance écologique que Total a déséquilibrée.
Une dernière question, Philippe Heurtevant, elle s'adresse à vous. Vous dénonciez aussi en janvier que vous n'aviez pas eu accès au dossier. Vous nous confirmez que c'est toujours pas le cas? Vous n'avez pas pu consulter les dossiers? Alors ça, c'est vraiment le point le plus regrettable. Surtout qu'au final, on constate que l'action des associations, qui était une action constructive, responsable, en recherche de partenariat, à la fois avec la préfecture, les services de l'État, et également avec les services de Total, que l'on a réussi partiellement avec Total, c'est vrai, mais c'est regrettable parce que nous avons été écartés, évincés, j'ai même employé le mot traités par le mépris. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable de la part de l'État, notamment dans cette volonté qu'a aujourd'hui l'État de se préoccuper des problèmes environnementaux et de mettre en œuvre une politique écologique. Le fait d'écarter les associations, c'est quelque chose qui n'était pas acceptable. Et nous sommes toujours aujourd'hui dans la même situation. Et c'est pour ça que nous sommes contraints d'en passer par la justice pour avoir accès au dossier et pouvoir mener à bien ce à quoi nos associations ont pour objet, c'est-à-dire la défense et la protection de l'environnement. Bien, merci d'en avoir parlé sur ce journal. Dans ce journal, Philippe Heurtevant, président de l'association Sauvons les Yvelines, et Marc Pitty-Ferrandi, merci aussi d'avoir été avec nous, avocat au barreau de Paris, spécialiste du droit public et du droit de l'environnement, et donc avocat de ces 7 associations qui ont lancé cette action en justice. Dans l'actualité également, l'enquête se poursuit plus d'un mois après l'assassinat de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine. Le professeur d'histoire-géographie avait été décapité le 16 octobre dernier pour avoir montré en classe des caricatures. On apprend que 4 nouveaux collégiens du Bois d'Aulne, là où enseignait Samuel Paty, ont été mis en examen dans l'affaire, dont 3 âgés de 13 et 14 ans pour complicité d'assassinat terroriste. Ils sont soupçonnés d'avoir désigné la victime au terroriste. La 4e personne mise en examen pour dénonciation calomnieuse n'est autre que la fille du parent d'élève à l'origine de la campagne médiatique contre le professeur. 2 autres collégiens, pour rappel, avaient été déjà mis en examen pour complicité d'assassinat terroriste. L'ancien préfet des Yvelines, Serge Morvan, devant le palais de justice de Versailles le 7 décembre prochain. Il comparaît pour des faits de détournement de fonds publics et réalisation de faux documents commis alors qu'il était en fonction entre 2015 et 2018. Des infractions révélées en juillet 2019 après la plainte d'une femme, son ancienne maîtresse. Lui laissant miroiter qu'il allait se marier avec elle, Serge Morvan a produit de faux bans de mariage alors qu'il était encore avec son épouse de l'époque. Un autre faux document a été également fabriqué en se servant du journal officiel. En outre, le préfet a détourné plus de 10 000 euros de deniers publics pour financer son idylle, restaurants, séjours ou encore plein d'essence. En contrepartie, il payait des dépenses de l'État avec ses deniers personnels, des faits que Serge Morvan a déjà reconnus. Et en bref, ce jeudi, en fin de matinée, les pompiers ont été appelés rue Nationale à Mantes-la-Jolie pour une alerte au monoxyde de carbone. Une parfumerie du groupe Marionneau et des habitations alentours ont dû être évacuées. Les secouristes ont installé un poste médical chez l'opticien voisin. 3 personnes ont tout de même été transportées et hospitalisées, mais leurs vies ne sont pas en danger actuellement. Et d'après les premières investigations qui nous remontent à 18h24 actuellement, sur place, c'est un gaz nocif qui proviendrait en fait d'une voiture de collection qui était stationnée au sous-sol du bâtiment. Cette voiture de collection avait été laissée, le moteur de cette voiture de collection tournait. Le propriétaire l'avait laissé tourner et le monoxyde de carbone s'est infiltré ensuite par les conduits de ventilation pour intoxiquer le magasin. On nous précise d'ailleurs que le propriétaire pourrait être poursuivi par la justice. Du sport à présent avec la présentation du Dakar 2021. Ce mercredi, un Yvelinois participera une nouvelle fois à ce rallye raid. Jean-Pierre Garcin, originaire de Montesson, sera le copilote de Christian Lavieille chez Toyota. Ce sera sa 22e participation, la première remontant maintenant à l'édition 1997. L'année dernière, l'Yvelinois avait terminé l'épreuve au 28e rang. Il espère faire aussi bien lors de cette 43e édition qui sera organisée du 3 au 15 janvier dans les dunes d'Arabie Saoudite. On l'écoute interrogé par Michael Elmidoro. C'est parti pour un tour et en plus on a changé d'équipe, donc un peu plus de motivation avec une belle voiture, donc une belle voiture, une bonne voiture, donc voilà quoi, donc c'est très bien.
Et avant de se quitter, un joyeux anniversaire à Robert Marchand qui fête ses 109 ans, rien que ça, ce jeudi. Le cycliste détient de nombreux records dans sa catégorie d'âge, notamment celui du record du monde de l'heure sur piste, battu en 2017. C'était au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, un record battu en parcourant 22 km et 547 mètres, le tout en 1 heure. Bravo à lui. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, vous retrouvez un nouveau numéro de l'émission Si on rentrait qui vous occupe pendant cette période de confinement. Et belle soirée sur TV 78.